attendant que la technique soit prête, on a quasiment fait une émission. Alors, il faut qu'on ait de l'influx, parce qu'on a quand même 52 minutes de dégagement, hein, de pétillance, pour faire un néologisme, à avoir. Bonjour, madame. Oui, bonjour, ravi de vous retrouver. Hein. Vous m'avez manqué la semaine dernière. Justement. J'espère que je vous ai manqué également. On vous a quand même vu sur les écrans de télévision, mais ça, c'est votre vie privée. Bonjour, monsieur de Rênal. Bonjour Gérard, ravi d'avoir retrouvé ma voisine. Tu as une certaine émotion. Ah mais oui, toujours. Eh bien, la semaine dernière, j'étais à sa place, je me suis senti tellement bien. Enfin, aujourd'hui, je retrouve... En tous les cas, Daniel va nous parler de la censure de la loi d'immigration par le Conseil constitutionnel. Elle va nous parler, beaucoup de travail, hein, tu as vu. Elle va nous parler de la naissance des collectivités uniques, Martinique et Guyane. Elle va nous parler aussi de la position unanime des responsables religieux par rapport à la fameuse fin de vie qui est prévue par une loi prochaine. Et puis elle va collaborer avec Christian à nous parler de Falfret et plus précisément de bouquin qui s'appelle L'émotion perlière de Serge Domy. Christian, tu vas nous parler de la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël. C'est un petit morceau important en géopolitique, c'est comme ça qu'on dit ça. Et tu vas traiter, comme d'habitude, de Falfret en coproduction avec Daniel. Emmanuel va nous parler de l'agriculture. Il prendra son temps. Il aura un peu plus de temps que tout le monde pour ça. C'est un problème très important. Quand on parle d'autonomie alimentaire et tout ça, et puis tu vas nous parler... Là, prends ton temps aussi pour l'humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle. Jingle. Le Conseil constitutionnel, ça s'appelle les sages, les 9 sages, censure 35 articles de la loi. Quasiment presque toute la loi. Sur les 86 que compte le texte, 32 pour motif de forme, 3 sur le fond, plus d'un tiers des articles. Daniel, veux-tu décortiquer cette affaire pour nous? Oui, tout à fait. Alors, il faut se souvenir, parce que les choses vont vite et quelquefois on oublie. Au départ, quand le gouvernement présente sa loi sur l'immigration, il y a 27 articles. Et quand ça vient au débat au Sénat, ça vient d'abord au Sénat avant l'Assemblée nationale, le Sénat rajoute par amendement 33 articles. Ensuite, ça va à l'Assemblée nationale qui ne vote pas la loi. Et il y a donc une commission mixte Sénat et qui, avec les négociations, les compromis politiques, bref, il y a une loi qui sort avec 86 articles, et donc comme il y a un compromis donné à la droite, donc la loi passe. Et cette loi, alors il y a beaucoup de protestations, puisque c'est une loi qui verrouille beaucoup la question de l'immigration, et qui revient sur un certain nombre de dispositifs qui avaient été adoptés. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la saisine du Conseil constitutionnel, elle émane d'abord du président de la République lui-même, qui saisit le Conseil constitutionnel sans motiver, sans dire ce qu'il attaque et pourquoi. Ensuite, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des articles qui visaient le Parlement proprement dit. Ensuite, il y a 60 députés de l'opposition qui saisissent le Conseil constitutionnel. Donc voilà une saisine qui est large. Et ce qui est intéressant, et qu'on ne sait pas toujours, c'est que le Conseil constitutionnel, il a un certain nombre de consultations qui lui sont envoyées par des experts. Et notamment, il y a le Conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers, qui donnent leur avis juridique au Conseil constitutionnel. Au final, comme tu dis, sur 86 articles, il y en a quand même 31 qui sont retoqués. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça a été retoqué pour des raisons de forme. Ça veut dire qu'on considère qu'il n'y avait pas de lien direct, c'est ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, et que donc là, le Conseil constitutionnel dit que ça n'avait rien à faire dans cette loi-là. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir, c'est parce que c'est pas une anticonstitutionnalité de fond. Ce qui veut dire qu'elle peut, ces mesures-là... Il va y avoir une reprise de ces dispositions dans des lois spécifiques. Donc, c'est une victoire pour certains, mais il faut comprendre la portée. Victoire à la Pyrrhus. Peut-être pas à la Pyrrhus, mais elle est mitigée, parce que est-ce qu'il y aura une majorité pour d'autres textes? Voilà, d'ailleurs, le Sénat a déjà commencé à vouloir représenter des textes. Et les articles qui sont vraiment sanctionnés pour des raisons de fond, donc déclarés anticonstitutionnels, il n'y en a que trois, dont notamment celui qui disait que chaque année, le Parlement devait
donner des quotas, des quotas pour l'immigration. Ça a été balayé. Et puis il y en a 2 ou 3 qui sont pour interprétation, réserve d'interprétation. Ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple tout ce qui concerne le regroupement familial, les cautions pour les étudiants, tout ça, ça a été pour le Conseil constitutionnel l'a reporté. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs leçons, mais personnellement, il y en a 2 qui m'ont intéressé. C'est d'une part le fait de considérer que les articles qui ont été validés, c'est les articles qui avaient été présentés par la loi initiale du gouvernement. Donc, le gouvernement considère que pour lui, c'est une victoire, puisque sa loi initiale n'a pas été retoquée. En même temps, ça prouve que les manigances politiques... Un chat dans la gorge, tu peux tousser tranquillement. Les manigances politiques, parce que bon, quand le gouvernement accepte de faire des compromis avec la droite pour que la droite vote, et tous ces amendements-là se sont fait retoquer. Et le président le sait très bien, puisqu'il est le premier à saisir le Conseil constitutionnel. Donc, quelque part, la majorité fait des concessions, sachant que ça ne va pas passer. De fausses concessions. Oui, de fausses concessions. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que lors de la présentation des vœux du Conseil constitutionnel, le président Fabius a rappelé quand même que le Conseil constitutionnel n'était pas la voie d'appel du Parlement, pour rappeler quand même au président qu'il ne pouvait pas laisser passer des choses et puis saisir après le Conseil constitutionnel. Et puis la deuxième leçon qui me paraît intéressante, c'est ce que je trouve absolument pas acceptable du point de vue de la vie démocratique, c'est ceux qui crient au coup d'État démocratique, coup d'État juridique, parce que le Conseil constitutionnel, en disant pouvoir des juges, c'est désavouer la représentation populaire. Le Conseil constitutionnel, c'est une institution. Je retiens ta formule, ton lapsus, il est bon, le coup d'État démocratique, ça l'histoire le connaît, mais là, ça pouvait en être un. Oui, mais moi, je pense que quand on est un élu, en plus, quand on est un responsable politique, mettre en cause comme ça les institutions comme un Conseil constitutionnel, moi, je trouve que ce n'est pas donner des modèles pour les citoyens, parce que ça autorise à ne pas accorder de crédit à des institutions aussi importantes que celle-là. Très rapidement, de l'observation technique, presque en sciences politiques des choses. Autrement dit, c'est le dévoiement de la fonction du Parlement qui est une fabrique de lois et qui sert plutôt de caisse de résonance des desiderata ou de l'opinion publique. Oui, voilà, pour plaire à une certaine opinion publique, en faisant fi des règles élémentaires, alors que vous êtes député, vous connaissez votre syntaxe, votre grammaire, votre bréviaire. On ne fait pas de cavalier, on ne colle pas sur une loi, des choses qui n'ont rien à voir. Donc, alors, on en met 36, on en met 36, et puis ensuite, lui, le président, laisse mettre, parce qu'en réalité, il faut qu'il fasse plaisir en apparence à une certaine droite. Mais où est-ce que nous en est quoi alors? Je suis quoi dans ce cinéma-là, dans ce bal macaque, comme dirait l'autre, avec la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide. Le Sud conteste une mémoire dominée par la Shoah et lui oppose celle de la colonisation. Le mot colonisation. Voilà, vas-y. Ah, merci. Alors déjà, la Shoah, c'est un terme effectivement qu'on entend. Alors, c'est un terme qu'on a utilisé essentiellement, uniquement pour identifier l'Holocauste qu'ont subi les Juifs. Absolument. Puisque rappelons qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Oui. Bien. Alors, Shoah, ça veut dire bien évidemment anéantissement, ça veut dire extermination, génocide, etc. Alors, tu fais référence à une plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est la première fois qu'un pays ancien colonisé dépose une plainte auprès de la Cour de justice internationale. Et il dépose une plainte pour pouvoir dénoncer, n'est-ce pas, le génocide qui a lieu dans la colonisation de Gaza par les Israéliens, et aussi pour demander un cessez-le-feu. Alors, comme on dit, il ne faut pas s'arrêter à la plainte qui a été déposée. Ça a une valeur symbolique très très forte, puisque à travers la démarche de l'Afrique du Sud, il y a une remise en question de la domination de l'Occident, de la supériorité morale qui a toujours été affichée par l'Occident. C'est pour ça qu'on parle les pays du Sud qui aujourd'hui lèvent la tête. Okay? Et ça fait partie de ce chamboulement global qu'il y a dans le monde. Alors, la Cour de justice internationale, elle siège à La Haye. La Haye, c'est en Hollande, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Et aux Pays-Bas. Et effectivement, cette Cour a
accepté, disons moyennement, puisque la Cour, après des plaidoiries, elle a émis une décision, elle s'est prononcée contre l'État hébreu et contre Israël concernant effectivement le génocide, mais elle n'a pas ordonné un cessez-le-feu immédiat. C'était aussi un élément de la requête de l'Afrique du Sud. La Cour demande à Israël de mettre tout en œuvre pour assurer effectivement l'aide humanitaire. Elle n'a quand même pas qualifié les actions d'Israël de génocide. C'est un référé, donc ça va être décidé au fond dans quelques années. Elle a demandé de se prémunir contre toute action. Tout à fait, merci de la précision. Ouais. Toutefois, c'est quand même une victoire importante pour l'Afrique du Sud qui s'affirme en matière de diplomatie extérieure. C'est sûr. Donc c'est la quête de justice pour le peuple israélien. Donc on peut considérer que la victoire n'est pas complète puisque le cessez-le-feu n'a pas eu lieu. Et c'est ça effectivement que les Palestiniens attendaient. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est sur le fond que l'affaire doit être jugée, mais en tout état de cause, ça marque un petit peu une situation assez originale et particulière dans le monde, puisque aujourd'hui, la contestation, elle s'étend, n'est-ce pas, au niveau de la Cour internationale de justice. Alors pour terminer, je voudrais dire également que Benjamin Netanyahou, comme on connaît son côté irascible, il ne se sent pas contraint par les décisions, surtout que la Cour n'a pas de pouvoir de coercition. Absolument. Elle émet un avis. En tout cas, ça fait partie effectivement de la position internationale qui s'affiche vis-à-vis de ce problème en Israël, à Gaza en tout cas. Dans tous les cas, le monde bouge. Oui. Le président Serge Etchimi a invité le monde agricole à une réunion de travail pour collecter leurs demandes et élaborer des propositions à soumettre au gouvernement. Et puis lui aussi, de son côté, il avait déjà, avant même cette réunion, il avait fait des propositions, il avait fait des demandes très précises au gouvernement. Oui. Emmanuel ? Alors ça fait écho au mouvement agricole qui se répand en France et en Europe. On est abreuvé dans nos écrans nationaux d'images d'agriculteurs qui expriment leur souffrance. Et quand on interroge les acteurs locaux, on se rend compte que les problèmes qu'expriment les agriculteurs d'Europe sont les mêmes chez nous, et peut-être même amplifiés du fait qu'ici, nous sommes dans un environnement tropical, régi par des règles européennes qui ne sont pas toujours adaptées pour régler les problèmes d'une agriculture tropicale. Donc, pour résumer un petit peu les problèmes que rencontrent les agriculteurs, j'en ai identifié 4. Alors, il y en a beaucoup, mais les 4 qui structurent les revendications, il y a le manque de revenus, qui n'est pas compatible avec ce que peuvent payer les consommateurs. Je vais y revenir. Il y a ensuite une concurrence déloyale du fait des normes, notamment des produits importés qui ne subissent pas les contraintes que subissent ceux qui produisent localement. Vous pouvez consommer des tomates qui viennent de Saint-Domingue avec des pesticides qui sont interdits pour les producteurs de tomates de Martinique. Et donc ça pose un problème. Et oui. Troisième gros sujet, c'est la bureaucratisation. Les agriculteurs, alors qu'ils sont pratiquement 70 heures par semaine dans leur champ, etc., on leur impose des contraintes administratives lourdes pour leurs dossiers, pour rendre compte de leurs pratiques aux différentes autorités. Donc, ils sont assaillis de bureaucratie. Et puis le dernier point, c'est le bashing. C'est un monde qui, malgré d'immenses difficultés, doit subir des attaques systématiques. Alors, on les traite de pollueurs, on les traite de profiteurs, on les traite de capteurs de subventions. Bref, c'est une cible assez facile. Et aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout parce qu'ils sont au centre de tout. Et alors, ce qu'il faut retenir, quelques vérités simples. D'abord, il faut comprendre quel est le rôle d'un agriculteur. Il est de nourrir la population. Il est de nourrir les gens. Et donc, pour nourrir les gens, il faut produire. Et quand on produit en Martinique, ça coûte plus cher que quand on produit ailleurs que la Martinique. Le prix des intrants. Le prix des intrants, l'environnement tropical qui impose des contraintes spécifiques que ne connaissent pas les agriculteurs d'Europe notamment. Et donc, il y a un coût spécifique lié à l'agriculture tropicale chez nous. Et le deuxième phénomène, plus les exploitations sont de petite taille, plus ça coûte cher de produire également.
parce que vous ne pouvez pas écraser vos coûts fixes avec des petites surfaces. Or, en Martinique, la taille des exploitations est moyenne et petite. Ce sont de petites exploitations. Et donc, vous avez la double peine de travailler dans un environnement contraignant, tropical. Vous avez la double peine de le faire dans des exploitations de petite taille. Et donc, ça plonge les acteurs dans une misère réelle, et dans de vraies difficultés, au point d'ailleurs que depuis 10 ans, 20% des exploitations ont disparu. Et ça continue. Donc, il y a une vraie hémorragie qui est constatée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire une fois qu'on a dit ça, quelles sont les solutions? Alors, Serge Letchimy en a évoqué un certain nombre dans son courrier adressé à Gabriel Attal. Il a invité aussi les agriculteurs à partager leurs solutions. Ça fait l'objet d'un nouveau document qui a été publié. Le préfet, de son côté, a fait de même. Enfin bref, tout le monde essaie maintenant de comprendre réellement quels sont les sujets sur lesquels on peut travailler. La vraie question, c'est en gros comment permettre aux agriculteurs de produire dans un environnement contraint, comment leur permettre de surmonter leur handicap structurel, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sans pénaliser le consommateur. Il faut bien qu'en face, le consommateur accepte de payer le juste prix de ce qu'il produise. Et là, il y a deux voies, pour faire très simple, il y a deux grandes voies de réflexion. La première, c'est compenser les handicaps structurels par des mesures d'aide. Alors c'est le POSEI, c'est la solidarité nationale, c'est la solidarité... Enfin, et ça n'est pas un gros mot que de dire qu'il faut affecter des aides à ceux qui nous nourrissent, puisqu'ils le font avec des difficultés. Donc, encore une fois, il faut accepter cette idée d'activer des solutions d'aide. Et d'ailleurs, Serge Letchimy est très clair là-dessus, il fait des demandes précises. Et la deuxième chose, ça concerne, comment dire les choses? Il s'agirait de réinventer le mode de mutualisation nécessaire pour permettre aux plus petits de s'en sortir. Vous avez en Martinique 2600 exploitations agricoles, voilà le nombre. Certaines, elles sont toutes de petite taille comparées à ce qu'on trouve dans d'autres pays, mais certaines sont plus grosses que d'autres. Et donc là, il y a un jeu de péréquation qui doit être inventé, il y a un jeu de solidarité. Comme ça a été fait pour la banane. Exactement, mais on peut encore aller plus loin. Il faut mutualiser. C'est tout à fait légitime qu'un petit exploitant ait besoin de s'appuyer sur des outils mutualisés pour pouvoir produire, acheminer la marchandise, commercialiser, voire même monter les dossiers d'ingénierie pour activer des aides. On ne peut pas demander à des petits agriculteurs d'être seuls sans bénéficier d'une coopération, d'une mutualisation. Et donc là, je pense que l'organisation agricole dans son ensemble doit réinventer les formes de mutualisation. Alors, ça existe, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'en Guadeloupe, il y a des progrès qui sont un petit peu supérieurs à la Martinique de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, il y a un indicateur qui est sorti récemment, qui est le taux de fragilité des entreprises agricoles bananières, qui est 3 fois, la fragilité moyenne le taux de fragilité des entreprises bananières est 3 fois plus élevé en Martinique qu'en Guadeloupe. Dû à quoi? Dû justement, sans doute, à manque de structuration, d'aide et de mutualisation. En Guadeloupe, par exemple, la profession bananière a acheté des tracteurs, un stock de tracteurs pour les répartir dans les petites plantations pour pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas amortir un équipement seul. Voilà, donc c'est ce genre d'initiative qu'il faut maintenant déployer par l'approche de coopération. Ça veut dire qu'on est très très loin de l'autonomie alimentaire. Moi, je pense que c'est toujours pareil. L'autonomie alimentaire, c'est une ambition politique. Donc, il faut l'affirmer. Mais le soulèvement des agriculteurs, c'est de dire on veut bien faire la transition écologique, on veut bien faire l'autonomie alimentaire, mais regardez déjà comment nous on fonctionne. Ne faites pas peser sur nous la totalité de vos ambitions politiques. Commençons déjà par faire en sorte que nous puissions vivre de notre travail. On n'est pas là pour mendier. On travaille 70 heures par jour. On a des salaires qui sont de 900 par semaine, pardon. On a des salaires qui sont de l'ordre de 500 à 900 euros par mois. Enfin, il y a une véritable injustice, et donc il faut d'abord remettre des conditions dans cette profession pour qu'elle puisse ensuite s'attaquer aux problèmes plus globaux.
une profession qui est en dessous du seuil de pauvreté, à qui on demande de régler les problèmes écologiques, des problèmes environnementaux, des problèmes économiques. C'est un problème de société, mais enfin, on va pousser encore plus. Jingle, jingle. Alors, ça paraît banal aujourd'hui d'évoquer la collectivité unique de Martinique ou de Guyane, pas encore de la Réunion ou de la Guadeloupe. Mais souvenez-vous que c'était hier, le 24 janvier 2010, que naissaient les collectivités uniques de Martinique, la CTM, et de Guyane, la CTG. Tu me rappelles? Oui. Souvenir. Oui, souvenir, comme tu dis, parce qu'avant ça, il faut se souvenir qu'il y a eu un premier vote. C'est-à-dire que les élus de Martinique et de Guadeloupe s'étaient réunis en congrès. Ça rappelle quelque chose pour ce qui se passe actuellement. Et les congrès de Martinique et de Guadeloupe s'étaient prononcés pour une évolution statutaire de la Martinique, pour qu'elle aille et de la Guyane, pour qu'elles aillent vers plus d'autonomie. Et qu'ils aillent vers l'article 74. Et ces deux congrès avaient demandé au président de la République, à l'époque c'était le président Sarkozy, d'organiser un référendum pour consulter la population. Et c'est donc ce que le président Sarkozy a fait à la demande donc, du Congrès. Il a demandé aux populations de se prononcer. En Martinique, il faut savoir au niveau de la participation, il y a eu 56% de participants, ce qui est un score qui est vraiment très fort, et avec 80% de non qui ne voulaient pas passer. 80% de non. En Guyane, la participation était un peu moins forte et 70% de la population a dit non. Donc c'était un désaveu clair du Congrès des élus, parce que la population a massivement montré qu'elle ne voulait pas de ce changement. Le président Sarkozy, lui, à ce moment-là, c'est lui qui prend l'initiative de proposer un référendum aux mêmes populations, pour leur demander si elles acceptent de faire que le Conseil général et le Conseil régional deviennent une assemblée unique qui est toujours régie par l'article 73. Et à ce moment-là, il y a moins de participation, mais la population qui a déjà pour elle verrouillé le fait qu'on reste dans le 73, donc c'est moins déplacé pour la collectivité unique. Et donc en 2010, le fameux vote dont tu parles, la Martinique et la Guyane se prononcent pour une collectivité unique. Il va falloir attendre 2011 pour qu'il y ait une loi qui tienne compte de ce choix. Et il va falloir attendre 2015 pour mettre en place ces institutions. Et le vote a eu lieu, effectivement, en décembre 2015, pour élire la première collectivité de Martinique et la première collectivité de Guyane. Et la différence entre les deux, parce que même si c'est une collectivité unique dans chacun des territoires, c'est qu'en Guyane, il y a une assemblée qui élit un président. Donc l'exécutif est représenté par un président qui est élu par l'assemblée, tandis qu'en Martinique, il y a l'assemblée et le conseil exécutif. Ce qui fait qu'ils sont deux, avec un mode de fonctionnement qui est d'élection, qui est particulier, mais toujours est-il que les exécutifs ne sont pas les mêmes dans les deux cas. La Guyane, disons que son fonctionnement s'apparente plus à l'ancien conseil régional, puisque l'ancien conseil régional, il y avait une assemblée et un président élu. Alors, quel bilan peut-on tirer ? Globalement, c'est quand même une avancée de voir en sorte qu'on a une collectivité unique sur un aussi petit territoire. Et d'ailleurs, le président Sarkozy avait dit que ça devrait servir de modèle aux autres collectivités en France hexagonale, parce que pour lui, c'est l'avenir. Et il en est encore question actuellement, absolument. Parce qu'il y a une loi sur la décentralisation qui va être présentée. Et la question de la collectivité unique, c'est un débat qui revient. Le seul regret qu'on peut avoir, le seul bémol, c'est que les personnels des deux collectivités n'ont pas la même culture et que jusqu'à présent, depuis 2015, il y a des choses qu'on n'est pas arrivé à harmoniser. Par exemple, les horaires, par exemple, un certain nombre de détails de fonctionnement. Et c'est vraiment dommage dans un petit... Mais globalement, on peut se dire que c'est quand même une avancée. Ce qui m'épate dans ça, c'est la préscience, enfin
de Sarkozy qui a su que ça n'allait pas marcher, qu'il a fait des bons services, certainement des renseignements généraux, et sa prémonition de savoir qu'il fallait tout de suite présenter un deuxième référendum. Aller pour ne pas ridiculiser ses élus dont il avait besoin de la présence, de faire l'interface avec la France. Ça, c'est intéressant. Ça s'appelle de sciences politiques, de sociologie politique, est intéressant. Et les élections l'ont prouvé, parce que les partisans du 73 ont ceux qui ont été élus aux élections qui ont suivi le référendum de 2010. Absolument. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, il faudrait peut-être demander, avant de prendre toute décision, demander à Macron, est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous croyez qu'on peut, est-ce que... Mais non, ce que je dis est ridicule, il n'est pas sérieux. On va peut-être parler de sujets de société, on va peut-être parler de... L'humilité intellectuelle. Alors, l'humilité intellectuelle, est-ce qu'elle peut nous permettre, surtout en Martinique, d'être... Oui, alors de faire avancer les choses, oui. Un petit peu. Oui. On en a beaucoup déjà parlé en réalité. D'abord, dans quel monde sommes-nous? C'est un monde qui exige qu'on se remette en question et qu'on prône davantage d'humilité intellectuelle. Oui. C'est un monde qui se durcit. C'est un monde dans lequel on est tous enfermés dans nos certitudes, de plus en plus. C'est un monde dans lequel on aime bien se camper dans des postures. C'est un monde dans lequel les algorithmes qui nous environnent fabriquent ces bulles de certitude. Et c'est un monde dans lequel la pensée nuancée a tendance à s'effacer et à disparaître. Il y a quelques années, quelques décennies à l'école, on apprenait thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui, la pensée, c'est Twitter avec 140 caractères pour dire « voici ». Thèse. Bon, thèse. Et chacun doit crier plus fort pour que sa thèse s'impose à l'autre. On l'a vu notamment dans les débats du Covid, à quel point nos sociétés se sont fracturées sur des sujets scientifiques qui, en réalité, nous dépassaient tous, mais pour lesquels nous avions tous des convictions. C'est quand même incroyable. Donc ça montre à quel point nous manquions d'humilité, on rentrait dans le débat des experts. Donc la pensée, l'humilité intellectuelle, c'est quoi? C'est d'admettre qu'on peut avoir tort, d'admettre que ce qu'on dit n'est pas vrai. Et ce n'est pas un gros mot que de ne pas être sûr d'avoir raison toujours, au contraire, et de douter. Donc cette culture du doute, cette culture de la pondération, cette culture de ce que tu dis, ok, ça me heurte a priori, mais peut-être as-tu raison, et donc ça mérite que je donne une place à ton propos. C'est ça l'humilité intellectuelle. En réalité, c'est une posture d'altérité, donc de rétablissement du lien, pour sortir de nos postures individualisées où on croit se renforcer en affirmant plus fort nos certitudes. Donc on est réellement pas loin de la pensée d'Édouard Glissant quand il parlait d'identité de la relation. C'est ça la pensée nuancée. C'est en permanence se construire. Et tu permets que je lui donne la citation? Oui. On peut changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. Ah, merveilleux. Donc tu as à peu près tout dit. Mais c'est pas moi, c'est ça. Oui. Mais voilà. Donc je crois que l'humilité, c'est quelque chose de vertueux qu'il faut réapprendre à cultiver. Il faut remettre de la nuance dans nos pensées. Ça se cultive par l'apprentissage. Je crois qu'il faut revenir dans des pratiques d'apprentissage. Il faut revenir dans des pratiques de jeu collectif. Il faut revenir à la lecture. Autant de pans, de sujets intellectuels que nous abandonnons parce que nous sommes aspirés par le rythme d'une vie prégnante, eh bien, il faut revenir sur ce temps long où finalement on se remet à douter et abandonner comment vous dire, de l'information surgelée, contenue dans des petites boîtes fermées. Non, ce qu'on fait d'ailleurs sur ce plateau de Zitata, à contretemps, c'est exactement l'exercice de la pensée nuancée, l'exercice de l'humilité intellectuelle, parce qu'on n'affirme pas nos vérités, on explore des sujets. Autrement dit, ça n'est pas faire du spectacle avec soi-même, c'est-à-dire se mettre en posture, en position. Ce n'est pas affirmer avec véhémence des idées pour les faire passer. C'est être dans un doute perpétuel, permanent, qui est une forme, je suis désolé, ça manque d'humilité peut-être,
il ne faut pas confondre l'humilité intellectuelle et l'humilité tout court, mais ça doit faire preuve d'intelligence. Parce que les scientifiques ont bien révélé, et les psychologues, que sur 5 questions posées à un particulier, il a la conviction d'avoir raison sur 3. Alors c'est tout à fait faux. Et c'était possible techniquement que l'individu moyen ait une réponse sûre, vraie, définitive, sur 3 questions sur 5 questions qui lui sont posées. Donc, vous voyez le travail qu'il y a à faire. Prenez 5 sujets quelconques. Mais le débat politique devrait intégrer ça aussi. C'était bien évident. Non, parce qu'en politique, on s'est toujours opposé de manière féroce. Allez, Christian, Celui-là a raison. Christian, attends. L'humilité consiste à ne pas dire ça et à les laisser comprendre que c'est bien ça qu'on veut leur dire. Mais le jour où dans une interview, un élu répondra à une question en disant « je ne sais pas », il est foutu. Eh ben, là, il fera preuve d'humilité intellectuelle et peut-être qu'il va se reconnecter avec son auditoire. Si effectivement il tombe sur nos habitués, peut-être qu'il aura eu des chances de grappiller la voix de cet auditeur de Zidata. C'était un exercice très difficile et très long. Et effectivement, Je vais ajouter quand même. Non, mais je vais d'abord affirmer ce que tu disais d'abord, puis après tu vas ajouter autre chose. Ça vaut pour des décideurs, quoi, de tout genre, des managers, je vais là, des chefs d'entreprise, puis des élus. C'est ça. Des élus, Christian. Tu as tellement raison, c'est évident. C'est évident. Vous savez, j'étais avant CCE, avant le CESEM, et on parlait beaucoup du développement durable. Le développement durable n'est pas extérieur à nous. Le développement durable, le premier agent de développement durable, c'est la transformation de l'individu. À mon sens, hein. Et l'humilité est au centre de ça. L'humilité, c'est l'attention aux autres. C'est ne pas en faire une affaire personnelle. Ne pas en faire une affaire personnelle, éviter les suppositions. Voilà, on dit, on peut toujours... Moi, je fais un peu de musique. On peut toujours jouer tout seul, mais on est en compagnie aussi. L'humilité, c'est écouter les autres. C'est travailler ensemble. C'est privilégier, à mon sens, le collectif par rapport aux orientations personnelles. Alors, je voudrais quand même préciser, puis on va passer à autre chose. On peut faire preuve d'humilité intellectuelle. On doit faire preuve d'humilité intellectuelle, ce qui est un exercice de la raison, sans pour cela être humble, hein, sans pour cela à chaque fois se coucher, etc. Un spécialiste d'une question affirme parce qu'il est spécialiste. Hein. Et c'est ce que les spécialistes n'ont peut-être pas assez fait pour le Covid, par exemple. Ils ont laissé justement on peut être spécialiste et affirmer ses attitudes. On doit. Mais il faut aussi comprendre que l'humilité intellectuelle, c'est ouvrir à la créativité. Parce que 1 plus 1 égale 3. Dès lors qu'on tient compte du point de vue qui est en face, eh bien, ça peut générer une troisième idée et qui est la bonne idée, l'idée créative. C'est ça. Fin de vie, les responsables religieux s'opposent ensemble, tous, à un changement législatif d'un sujet, la fin de vie d'un sujet que tu avais déjà abordé. C'est pour ça que j'ai donné la suite de l'opération. Oui, alors disons, c'est un épisode. Et effectivement, donc, conférence de presse 24 janvier, vous voyez cet aéropage, donc musulmans, juifs, protestants, catholiques, bouddhistes, ils sont tous pour dire non à l'euthanasie. Alors, pourquoi le disent-ils maintenant ? Si on se souvient, c'est effectivement ce dont j'avais traité, il y a eu une convention citoyenne qui avait été désignée, enfin, avec des personnes qui avaient été par tirage au sort choisies, pour discuter de la question de la fin de vie. Pas seulement de l'euthanasie, la question de la fin de vie, c'est-à-dire du suicide assisté et de l'euthanasie. Pourquoi en parler ? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une loi qui régit la fin de vie, c'est la loi Claes-Leonetti, qui permet de bénéficier de soins palliatifs quand la fin est proche et assurée, mais vraiment très proche. Mais la réalité du débat transversal de la société française montre que cette loi est considérée comme insuffisante. Et c'est la raison pour laquelle, avant d'imaginer une loi, le gouvernement a préféré passer par cette convention citoyenne qui est très large et qui représente davantage la population. Cette convention citoyenne a quand même déposé un rapport en septembre qui est favorable au suicide assisté et qui ouvre une petite possibilité d'euthanasie. Alors, c'est vrai qu'il y a des résistances. Il y a des résistances au niveau du corps médical, que ce soit des médecins ou que ce soit des infirmiers, et des réticences au niveau religieux. Alors, restons religieux, puisque c'est la conférence de presse était les religieux. Je vais quand même rappeler que 51% de la société française n'appartient à aucune religion.
Donc, je dirais que les religieux, en principe, s'adressent à leurs fidèles. Et on peut tout à fait comprendre que les religions disent à leurs adeptes, à leurs fidèles, nous, on n'est pas d'accord, et c'est leur choix. Maintenant, dans le débat public, où on doit se prononcer pour une avancée de la loi, on considère qu'en tenant compte d'une réalité qui est qu'il y a un certain nombre de personnes, quand elles ont les moyens, elles vont, c'est une réalité, elles vont en Suisse, elles vont en Belgique, elles vont aux Pays-Bas pour pouvoir bénéficier du suicide assisté. Et donc, on peut légitimement se demander, est-ce que le droit de mourir dignement est réservé aux gens qui ont les moyens, qui ont de l'argent? Est-ce que ceux qui sont dans la même situation, ils n'ont pas droit à pouvoir bénéficier, en France, de cette possibilité qui leur est actuellement absolument interdite? Et c'est fondamentalement, que la Convention citoyenne dit. C'est le suicide assisté. Et quant à l'euthanasie, c'est pas parce qu'on autoriserait, parce qu'on en est loin, c'est pas parce qu'on autoriserait l'euthanasie que ça veut dire que les médecins sont obligés de pratiquer l'euthanasie. Ils ont la liberté. Ils ont la totale liberté. Et surtout, ce serait mettre fin à une hypocrisie, parce que moi, je me souviens, il y a de cela une trentaine d'années, le professeur Schwarzenberg avait sorti un livre, et il avait reconnu sur les médias nationaux qu'il avait pratiqué l'euthanasie. Parce que face à des gens qui étaient dans une telle souffrance, il avait considéré que c'était son devoir de médecin d'abréger cette souffrance. Donc, l'euthanasie n'est pas un permis de tuer, c'est tenir compte d'une situation. Donc, en définitive, le gouvernement, c'est normal, parce que comme c'est un sujet sensible, quand on voit qu'il y a quand même une partie de la population qui est soit opposée, soit réticente, avant de proposer sa loi, qui doit être proposée ce mois-ci, en février, il a voulu s'entourer d'un certain nombre de garde-fous, en disant qu'il a consulté. Et maintenant, on verra ce que ça va donner. Mais la réalité, c'est que la loi actuelle ne permet pas de tenir compte du pronostic vital engagé de personnes qui ne sont pas dans une mort imminente à quelques jours, mais qui sont dans une mort programmée avec des souffrances. Et donc, c'est à cela que le suicide assisté fait référence. Et pour le moment, on est bien loin de la problématique qui n'est pas simplette, qui n'est pas simpliste, du serment d'Hippocrate, quoi. Ça va beaucoup plus loin, le débat. Tout à fait, le débat, et je pense qu'il faut le prendre dans toute son acception. Il y a des tas d'exemples, il y a des tas d'ouvrages qui sont sortis, il y a des tas d'émissions où des gens expliquent comment ils ont accompagné leurs parents en Suisse ou bien en Belgique, parce qu'il y a des gens qui, pour eux, quand ils disent pourquoi n'auraient-ils pas la possibilité, s'ils savent qu'ils sont condamnés. Parce que, mettons-nous bien d'accord, ce n'est pas quelqu'un qui est en bonne santé qui décide de mourir. Ce n'est pas ceux-là qui sont visés. C'est des gens qui sont condamnés par la science médicale, et qui non seulement sont condamnés, mais dont on sait que l'évolution de la maladie fera qu'ils deviendront de plus en plus invalides et avec des souffrances. Donc c'est invalide avec des souffrances. Avec des souffrances, oui. Quand vous avez des gens à qui on dit que petit à petit, ils vont plus pouvoir marcher, ils vont plus pouvoir manger tout seuls, ils vont plus pouvoir respirer, puisque la fin de la maladie, c'est le fait qu'ils vont pas pouvoir respirer. Donc c'est ça la réalité. Et moi, je crois il s'agit pas d'être péremptoire, d'être catégorique, mais je crois qu'il faut pouvoir entendre tout ce qui se dit. Et c'est vrai que ce n'est pas facile pour un gouvernement de légiférer sur une telle matière. Ouais, je pense que c'était un moment fort de notre émission. Musique, jingle. Moi, j'ai rien pris comme texte, j'ai rien à annoncer, falfret, et puis oui, qu'on va parler en duo, vous allez faire un duo musical et littéraire. Christian va annoncer la musique, et Daniel va annoncer l'émission Perlière, qui est un bouquin de Serge Domy. Je te laisse développer. Oui, alors, on voit l'image. Alors, j'aime beaucoup le duo avec Christian. On a fait Henri Guédot, on a fait Jean-Paul Sohim. Donc, vous pouvez vous rencontrer et faire des petits échanges comme ça sans nous. Donc, non, c'est cool, on veut en profiter. Il y a une longue liste d'artistes et donc, tout. Non, je trouve que l'occasion était belle avec le livre de Serge Domy.
sur Falfret, l'émotion perlière, de pouvoir parler à deux voix de Falfret, mais surtout la voix du maestro. Et alors, Serge Domy, pour ceux qui ne le sauraient pas, Serge Domy, c'est quand même quelqu'un, c'est un docteur en sociologie, mais c'est quelqu'un qui était très impliqué dans la vie culturelle et musicale de la Martinique. C'est un intellectuel, puisqu'il a participé, il a été cofondateur de la revue Carbet, du journal Griffontais, qui est en créole, mais également dans le domaine musical. Il est l'un des membres fondateurs de Tambour Bocanal, et il participe à Wataboui, qui est un groupe de souffleurs de conques de Lambie. Donc la palette de ses connaissances est très forte. Et dans son ouvrage, il explique un peu la genèse en disant qu'il rend hommage à la médiathèque du Lamentin, qui avait organisé une série d'émotions, parcours d'artistes, paroles d'artistes, et il avait assisté notamment lorsque Falfret y était, et ça a été l'occasion pour lui d'avoir cette idée. Et le livre rend hommage à Jackie, qui n'a pas pu voir la sortie de l'ouvrage. Et donc, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans cet ouvrage, d'abord, il faut saluer la qualité de l'impression, la qualité de l'iconographie. Il y a vraiment des photos magnifiques qui montent... De Philippe Bourgade. Oui, le photographe, c'est Philippe Bourgade, notamment. Et on montre toute l'évolution des musiciens. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi, ça replace Falfret dans le contexte familial, en partant des parents, qui partent on montre comment... Et puis de l'éducation, parce qu'il y a bien une éducation musicale. Ils expliquent tous, puisqu'il y a des portraits de chacun des participants, des artistes, et ils montrent combien l'importance de la musique dans la maison, ça a été un formatage. Et puis aussi, ce qui m'a frappé, c'est l'importance de l'amitié, parce qu'ils racontent tous comment les copains qu'ils avaient au lycée Schellcher, au Terre Saint-Ville, à l'Ermitage, à Rive-Droite, bref, il y avait une espèce de confrérie qui faisait qu'ils échangeaient sur la musique et que ça a participé à la création de ce groupe dont Serge Domy salue la longévité. Donc, moi, je conseille vraiment cet ouvrage parce que ça permet pas seulement pour ceux qui apprécient la musique, dont Christian va nous parler, mais la connaissance de ce groupe qui est inséré dans le développement de la société martiniquaise. Donc, ça nous apprend à connaître davantage cette société et ses valeurs pour nous les plus importantes. Tu pourras intervenir à nouveau, mais Christian... J'écoute avec beaucoup d'attention parce que c'est vrai que Falfret, c'est une date. C'est une date dans la musique martiniquaise, dans la musique antillaise. Rappelons rapidement que jusqu'alors, il y avait effectivement de la musique dansante, la musique où on transpirait. Et Falfret, à un moment donné, je sais que Jackie Bernard et les frères Bernard, ils se sont dit, on en a marre de faire de la musique pour de la danse. On en a marre de faire de la musique pendant que les gens mangent et qu'ils n'écoutent pas la musique. Ouais. Vous voyez ? Et c'est vrai qu'ils ont grandi dans un environnement particulier. Rappelons que le père était musicien, il était coiffeur, il avait un groupe qui s'appelait Anti-Jazz, donc il y avait déjà cette démarche. Ils ont écouté tout jeune, ils ont écouté tous les grands du jazz, Ornette Coleman, John Coltrane, ils ont été inféodés dans cela. Après, bien évidemment, Herbie Hancock et tout. Et quand ils ont arrêté de faire de la musique de danse, ils répétaient avec notamment Jackie Alpha, que je dois citer, et surtout Bib Monville. Bib Monville, c'est le père fondateur. Saxophoniste. Le saxophoniste, d'ailleurs. On l'appelait Bib Monville, simplement parce que son père était tout Bib. Son père était médecin, il l'avait appelé Bib Monville. Alors, Bib Monville a sacralisé le groupe Falfret, et rapidement comme ça, si vous voulez, un jour, le père Bernard, qui à l'Ermitage, le père de Jackie, Alex, tout ça, et Nicole, il leur dit, mais vous n'êtes pas enregistré. Vous n'êtes pas sorti parce que ça va café à Belle. Et c'est là que Jackie Naïradou a produit le premier Falfret. Rendons hommage aussi à Jackie Naïradou parce qu'on a eu des hommes comme ça qui ont cru et qui ont effectivement investi. Alors, on va écouter, on ne va pas en parler après, on va écouter un premier titre qui s'appelle Mazukilo. Mazukilo, c'est un titre, je m'appelle Mario Canoche, j'avais dit, ce titre devrait être l'hymne de la Martinique. C'est un texte, c'est une œuvre sans texte, mais enfin, partageons Mazukilo, une composition de Jackie Bernard.
évidemment, on écoute Ralph Tamar, qui a été aussi un pilier de Falfret, avec sa voix qui est reconnaissable. Le crooner. Oui, absolument. Je dois ajouter qu'effectivement, le premier concert de Falfret, ça a été fait au CMAC, avec Madame Mogiac, qui a soutenu beaucoup Falfret. Hein. Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est que quelques jours après, ils sont allés à la fête Justice au Lamentin. Et ils avaient la trouille de leur vie de jouer devant le peuple, quoi. Ouais. Et j'aime bien Alex Bernard qui raconte ça. Et Alex dit, quand ils ont commencé à jouer, nous gardez-nous. En fait, parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Oui, et Serge Dom, il dit, quand il raconte ça dans son livre, il dit, à la fin, les gens attendaient, les gens écoutaient, et il vient, il dit, on ne pas comprendre rien dans cette chose-là, mais il était bon. Exactement. Voilà. Un peu comme on parlait du discours de Césaire. Voilà. Alors, ça, c'est. Jackie Bernard a été bien un personnage central, a été le compositeur et l'arrangeur. On va écouter un de ses titres aussi qui est très collectif, La Famille. En misère, vraiment. La famille, c'est ça qu'abat en dimension. La famille, c'est un message important. Hein? On connaît le rôle de la famille, car péché au pédophilie, c'est ça qu'a bon en dimension. Ce sont des choses qui sont très actuelles et que nous devons intégrer. Alors, un petit clin d'œil quand même à tous ceux qui ont participé. Philippe Paolo, Luther François, Romain Vautor, compositeur extraordinaire, Ralph Tamar, Dominique Bougainville, Tony Chasseur, Peter Winsky, je crois un Barbadier qui joue au saxo, Guillaume Bernard, Nicole Bernard, Alex Bernard, Jackie Bernard, voilà. Donc la famille, c'est aussi ça, c'est ce groupe de musiciens qui nous a littéralement entraînés vers une musique d'écoute de très bonne qualité. On va écouter un troisième titre, c'est Santa Mama. Santa Mama, c'est une composition de Jackie Bernard avec un texte de Jackie Alpha. Et Jackie Alpha a fait ce texte à la mort de la maman des Bernard. Parce qu'il y avait une symbiose très forte, une fraternité, un amour entre tous ces gens-là. Et donc, partageons le Santa Mama. C'est, encore une fois, comme dit Jackie, c'est l'amour, c'est les valeurs humaines, c'est le parentage et c'est les vertus. Falfret, c'est près d'une dizaine d'albums. Donc, c'est un répertoire très, très, très fort, très marqué. Falfret, c'est aussi, encore je le répète, l'ouverture à une autre musique. Ouvrir la voie à une autre musique, une musique d'expression, une musique d'inventivité, une musique de modernité. Parce que quand on écoute, ce sont très souvent des rythmes de chez nous, mais qui sont développés. D'ailleurs, je ne saurais vous cacher que Falfret, c'est eux qui m'ont inspiré pour que nous créions le festival Big in Jazz. C'est parce qu'ils ont ouvert la voie à une modernité qui nous amène véritablement quelque chose. Donc, alors on nous dit c'est du jazz caribéen, c'est du jazz biggie, c'est du jazz créole, c'est en tout cas de la musique moderne de chez nous. Et Jackie Alpha, que je salue parce que j'ai eu ce matin, Jackie Alpha insiste sur ça parce que Falfret a été véritablement une révolution. Un autre morceau, Gâteau Sisson, aussi une composition de Jackie Bernard avec un texte de Ralph Tamar.
gâteau coco, moi ni gâteau citron. Moi ni pain doux, moi ni pâte sucré, moi ni belle Robinson. Toute la ca coûté 2 francs. Moi pas même compter l'eau de gratin, moi bénis. Moi ni pudding, moi ni gâteau coco, moi ni gâteau citron. Moi ni pain doux, moi ni pâte sucré, moi ni belle Robinson. Toute la ca coûté 2 francs. Moi pas même compter l'eau de gratin, moi bénis. Ils ont ouvert à plusieurs reprises le festival du Cirmac, le festival de la ville de Fort-de-France. Nous leur avons rendu un hommage aussi au prix de la SACEM en 1995. À Big Jazz, nous avons consacré une séance avec Mayer Bora et Tricia Evie rendant hommage à Falfret. Et nous avons aussi invité Falfret. Je crois que Falfret, c'est le patrimoine martiniquais. Ils sont profondément ancrés dans le patrimoine martiniquais. Pour terminer, un petit clin d'œil à Robin Vautor, qui a disparu aussi, et qui avait composé une chanson magnifique, In the Wake of the Sunshine. Yes, quelques secondes. Only shine in the wake of the sun. Shine. So easy to get off. Let the music get you where you should be. It's so easy to get off. Let the music take you where you should be. It's so easy to get off. Let the music take you where you should be. So free. Woo! Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, impérativement, il faut que vous soyez là. Je dis à M. Marajou aussi, il faut qu'il soit là. Je remercie David qui était à la technique, et puis je remercie Max, Flore et tout le monde. Et je vous remercie, vous aussi, les auditeurs, of course. À bientôt.